Je pense qu'on est incapable, en l'état actuel de la politique française, de réduire la dette de manière concrète. J'y crois pas une seconde. C'est vraiment un problème qui est endémique en fait en France. Je pense les chiffres sur la fraude fiscale et sur la fraude sociale sont faux. Enfin, littéralement, c'est factuellement faux. On peut pas économiser 50 milliards. Les deux sont faux. Et les niches, comme on l'a vu précédemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air d'économiser 20 milliards. Donc en réalité, il faudrait économiser, si on veut en plus réduire les impôts, entre 100 et 150 milliards là-dessus. Sujet qui va redevenir central. Pourquoi? Parce que, bon, on l'avait un peu oublié, mais ça va redevenir un sujet de plus en plus important au fur et à mesure qu'on avance dans l'année. La politique française est très instable. Il y avait eu des rumeurs ce week-end qui disaient que Emmanuel Macron allait dissoudre l'Assemblée nationale pendant l'automne. Alors visiblement, l'Élysée a démenti ces rumeurs, ce qui est complètement stupide, parce que évidemment que Macron envisage de dissoudre l'Assemblée. Je suppose que Macron envisage toutes les options. Il y a au moins déjà réfléchi, au moins une seconde. D'ailleurs, c'est évident. Donc on est tellement habitué maintenant à des politiques qui racontent un peu n'importe quoi que le fait de démentir, le fait qu'il ait envisagé de dissoudre l'Assemblée, alors ça passe inaperçu, personne prend ça comme un mensonge, mais factuellement, c'est un mensonge évident. Évidemment qu'il y pense. Donc déjà, l'Assemblée pourrait être dissoute assez vite, ce qui remettrait le budget au centre des préoccupations françaises. Mais en plus de ça, même si Macron ne dissout pas, en fait, l'espérance de vie actuellement du budget, du gouvernement Bayrou, je veux dire, elle est pas exceptionnelle, hein. Je pense que la plupart des gens seraient surpris s'il survit au budget 2026. Donc c'est pour ça que la dette va devenir le sujet principal a priori dans la deuxième moitié de l'année. Il y a des économies à trouver. On va voir, on va parler de ça beaucoup dans ce live. Et Bayrou va devoir les trouver. Faire des économies, c'est jamais très populaire. Donc je veux dire, non seulement ça va être au centre des discussions politiques de manière générale, mais ça va mettre probablement au centre des prochaines élections, qu'elles arrivent assez vite ou dans un peu plus longtemps. Je veux dire, on va parler beaucoup de budget. Forcément, qui dit économie dit proposition. Et c'est là que ça devient intéressant. Déjà, bon, alors, il y a eu beaucoup d'annonces ces derniers jours sur oui, il faut faire des économies, mais on a relativement peu d'éléments factuels sur quelles économies on va faire précisément. Il y a des pistes, toujours ce qu'on voit. On voit des pistes qui sont très évasives. Donc, alors attention, 50 milliards d'économies, c'est pour revenir à 4,6% de déficit. En réalité, si on veut revenir à 3% de déficit, qui est le nombre qu'on est censé atteindre, qui est même pas un nombre très bas, en 3% de déficit, c'est même pas très bas. C'est normal, on va dire, c'est la limite de ce qui est considéré comme raisonnable par les financiers et l'Europe. Il faudrait faire plutôt 100 milliards d'économies par rapport à là où on est actuellement. Et ça chaque année, hein, évidemment. C'est-à-dire 100 milliards par an, indéfiniment, jusqu'à ce qu'on ait une croissance très importante. Alors, il y a quelques propositions qui sont faites. 8 milliards sur les collectivités. Évidemment, c'est pas du tout populaire et les politiques sont furieux et ne vont pas voter ça. Ça, c'est une phrase qu'on entend souvent aussi. Ça relève de la responsabilité de l'État. Donc, ce sont les propres comptes de l'État qui sont dans la dérive. Et donc, c'est à l'État de régler ses propres problèmes. Et on parle aussi beaucoup des agences qui ont l'acronyme, je sais plus ce que c'est, OPAC ou OPAP, un truc comme ça, les OPEP, les opérateurs de l'État, quoi. Ça, c'est très, très souvent cité dans le fameux millefeuille administratif pour faire des économies. Le problème étant que là, quand on regarde le détail des chiffres, en fait, c'est principalement les universités, enfin des dépenses qui sont pas si facilement suppressibles que ça. Et évidemment, on parle des hauts revenus qui vont forcément être au centre de ce débat, puisque les hauts revenus sont toujours ciblés dans ces moments-là, puisque voilà, c'est eux. Il faut prendre l'argent là où il est, comme le veut la tradition politique, et donc on va forcément taper les hauts revenus. Et les retraités, au contraire, sont souvent épargnés parce que c'est les gens qui votent le plus. Et donc on en parle un petit peu pour potentiellement leur réduire une niche fiscale, mais ça reste avec des mots très mesurés et toujours en prenant beaucoup de pincettes. Le point que je voulais particulièrement voir, c'est ce pourquoi je suis très pessimiste, c'est le discours qui est fait autour des économies qu'on va faire. L'exemple évidemment qu'on va prendre, c'est Monsieur Toiti. Et donc on a Monsieur Toiti, évidemment très rigolo, on l'aime beaucoup Monsieur Toiti, qui fait ses petits jeux de mots. Voilà, Éric Lombard, Docteur Cambriole, c'était pas mal. François Bayrou, bon c'est pas terrible. Michel Barnier, Henri Chira, Bruno Le Maire. Mais en fait, j'aimerais qu'on parle vraiment de la réalité parce que ce que je trouve intéressant avec Monsieur Toiti, c'est que Monsieur Toiti est quelqu'un qui est qui est censé être très, voilà, pro-économie, qui dit la vérité aux Français, qui ne mâche pas ses mots et qui assume de vouloir faire des économies. On va voir spécifiquement ce qu'il propose et voir pourquoi est-ce que ce discours-là aussi pose un énorme problème et ne va pas du tout régler la situation. Ça va être rapide. C'est juste pour illustrer un discours qui se veut, donc, du coup, libéral et de droite, hein, vous voyez, parce qu'évidemment, bon, si on analyse les discours de Jean-Luc Mélenchon et tout, bon, on va dire, évidemment, lui ne veut pas faire d'économie ou veut faire des économies en prenant 250 milliards par an aux riches, je pense, ce qui est en termes d'ordre de grandeur pas du tout cohérent. Ça, c'est plus intéressant parce que c'est un discours qui se veut de droite. Donc, c'est le discours qui se veut raisonnable. Et pourtant, vous allez voir qu'en France, ce discours raisonnable n'est pas du tout raisonnable. C'est un peu le fond de mon propos. Et donc, voilà, on voit le plan de Marc Toiti pour sauver la France. Donc, évidemment, il fait un constat, bon, qui est assez, qui est juste dans l'ensemble, qui est que la France a trop de dettes au début dans toute la vidéo. Voilà, la France a trop de dettes.
trop de déficit, pas assez de croissance et probablement trop d'impôts. Donc il faut régler tout ça. Comment est-ce qu'on règle tout ça? Bah, monsieur Marc Toiti va nous faire son plan, en 8 étapes visiblement pour sauver la pour France. sauver la C'est ce France. que j'appelle donc ma thérapie de choc bienveillante. Ça fait longtemps que justement j'essaye de la mettre en musique. Alors on ne veut pas malheureusement la mettre en pratique, mais en tout cas c'est selon moi le seul moyen. Et plus on tarde à le faire, plus ça va être compliqué évidemment. Ça sera douloureux. Donc pourquoi bienveillant? Parce que justement, c'est rien de faire de la rigueur pour la rigueur. Pourquoi bienveillant? Parce que il faut être gentil. Bon bref, on va avancer un peu. Bienveillant notamment en baissant les impôts Ah. pour tous. Alors voilà, donc dans toute la vidéo, il annonce différentes voilà la situation économique et il a ce plan-là pour sauver la France. On parle d'un plan pour faire des économies de, en théorie, 100 milliards d'euros. On rappelle, hein, c'est après 100 milliards d'euros qu'il faut faire comme économie pour arriver en dessous des 3%, même pas à zéro, hein. En dessous de 3%, 100 milliards. Premier point, baisser les impôts. Donc évidemment, ce qui augmente les dépenses. Donc déjà, ce premier point, on pourrait passer. C'est-à-dire que si on va voir, il parle de 50 milliards de baisse d'impôts. Donc il faut qu'on économise 150 milliards sur le reste. Ok. Alors, Chiffrée, réduire dans le même temps les dépenses publiques, notamment de fonctionnement. Voilà, réduire les dépenses publiques de fonctionnement. Ça, on va revenir là-dessus, c'est très important. Lutter, évidemment. Lutter contre les fraudes, diminuer le coût du travail. Donc ça, encore diminuer le coût du travail, ça fait encore moins de recettes. Donc on passe à, je sais pas, 175 milliards d'économies qu'on doit faire. Contre les fraudes fiscales et sociales, ça aussi c'est important. Réduire le coût du travail, donc ce qui permettra d'augmenter les salaires nets. Avoir un marché du travail plus moderne, avec moins de réglementation, un code du travail. Voilà, donc ça aussi, réduire le coût du travail, c'est plus ou moins une diminution d'impôts de fait. Enfin, je dis pas que c'est des mauvaises mesures, hein, mais c'est juste qu'il faut énoncer le plan tel qu'il est décrit, vous voyez. Moins compliqué, Voilà. arrêter le caractère obligatoire des 35 heures. Beaucoup l'ont déjà fait, mais là aussi, simplifier la situation, innover massivement et développer les formations adéquates. Là aussi, on sait quoi. Donc, innover massivement, peut-être investir dans la recherche, mais du coup, comment est-ce qu'on fait ça? Est-ce que c'est encore de l'argent public qui fait les formations et l'innovation? Probablement, d'après ce plan. Alors, je sais pas si c'est le cas, mais enfin, à moins qu'il attende que les gens innovent magiquement, mais s'il n'y a pas d'incitation fiscale ou d'incitation financière, je sais pas pourquoi est-ce que les gens innoveraient plus demain qu'aujourd'hui. Mais bref. Donc, des formations en plus. Bon, ça, les formations, a priori, c'est l'État qui va participer au financement. Donc, encore plus de dépenses. Pénurie de main-d'œuvre. Quand on veut réindustrialiser, c'est bien beau. Encore faut-il avoir la main-d'œuvre en face et la formation. Bon, ensuite, il y a, voilà, bon, faciliter le financement de l'économie. Bon, ça, je sais pas, encore peut-être des baisses d'impôts sur les investissements. Je crois que c'est après ce que j'ai compris. Et développer la culture économique. Bon, bah, c'est peut-être encore des formations, je sais pas exactement ce que c'est. Pour revenir à cette manière d'économiser de l'argent, on a en fait une manière d'économiser de l'argent qui est dépenser plus sur 6 propositions sur 8 et 2 propositions d'économie, à savoir lutter contre les fraudes et réduire les dépenses publiques. Bon, alors évidemment, lutter contre les fraudes, déjà, enfin, c'est tout le monde, tous les gouvernements essayent plus ou moins de lutter contre les fraudes, donc c'est pas une spécificité de Marc Toiti. Et baisser les dépenses, notamment de fonctionnement, ça c'est ce dont on va parler pas mal. Mais vous voyez qu'en gros, donc déjà dans le projet pour la thérapie de choc, il y a 6 dépenses pour 2 recettes. Et les fraudes, ça rapporte pas des milliers et des cents. Ça peut rapporter quelques euros, mais ça va pas rapporter 200 milliards, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. C'est une illusion, alors qu'on pourra développer la prochaine fois. Et il y a la partie chiffre qui est ici. Donc alors, l'objectif, c'est de réduire de 80 milliards d'euros une année. Donc voilà, pour arriver quasiment aux 3%, c'est plutôt 100 milliards pour les 3%, mais 80 milliards, ça serait déjà évidemment très bien en une année, évidemment, ce serait formidable. Il faudrait faire un peu plus l'année suivante. Et ça, c'est 80 milliards chaque année, hein, pour rappel. Baisser les impôts pour tous. Donc là, c'est moins 25 milliards sur la CSG et moins 25 milliards sur la production. Donc ça fait plus 50 milliards de dépenses en plus. Donc déjà, il faut économiser 130 milliards pour arriver au montant. Parce que là, ça, encore une fois, c'est une dépense. Supprimer les niches. Donc ça, visiblement, ça rapporte 20 milliards. Ça rapporte 20 milliards. Donc ça a eu une augmentation d'impôts. Alors qu'est-ce qui supprime comme niche précisément? Ce serait intéressant de voir ça. Parce qu'en fait, les gens sont très forts pour dire on va faire des économies sur ça, sans donner spécifiquement le détail de quelle économie on fait. Par exemple, est-ce que la niche fiscale, c'est supprimer les réductions d'impôts pour les retraités, par exemple? Enfin non, supprimer l'abattement de 10% pour les retraités. Est-ce que c'est supprimer le PEA, qui est une niche fiscale? Est-ce que c'est supprimer les niches fiscales sur l'héritage? Est-ce que c'est supprimer les niches fiscales sur l'investissement immobilier, sur la plus-value de la résidence principale? Qu'est-ce que c'est spécifiquement? Une niche fiscale en termes de coût, du coup. Donc on a le crédit d'impôt recherche, voilà, donc il parlait de plus innover juste avant. Donc on voit qu'en fait finalement, ça se contredit déjà assez vite, puisque la principale niche, c'est un truc qui sert à innover. Donc ça, on suppose qu'il va pas le supprimer, voire qu'il va l'augmenter. Le crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile. En fait, le problème de cette niche-là, c'est que si on la supprime, il y a beaucoup plus de travail au black. Parce que ça, en gros, c'est pour les femmes de ménage et ou les gens comme ça qui travaillent rapidement. Le problème étant que si vous supprimez ça, il y a beaucoup plus de travail au black.
Donc, c'est pas la suppression d'une niche fiscale qui va rapporter 20 milliards d'euros, malheureusement. L'abattement de 10% sur les pensions des retraités, y compris pensions alimentaires, bon, ça peut rapporter de l'argent, mais faut voir comment est-ce que c'est appliqué. Est-ce que vraiment ça va pas taper des gens qui sont pas, enfin, notamment les retraités, votent énormément. Donc, est-ce que politiquement c'est applicable? C'est toujours ça qui est compliqué. L'épargne salariale, bah ça non. Ça, il veut réduire l'impôt sur l'épargne. Donc ça, il veut pas enlever ça. La TVA à 10% pour les rénovations, bon, ça serait bizarre. Les DOM-TOM, ça serait bizarre aussi. Ce serait très impopulaire. Réduction d'impôt sur les dons, ça serait bizarre de devoir supprimer les impôts tout en supprimant ça serait bizarre aussi. Exonération des heures supplémentaires, ça n'aurait pas de sens de vouloir revenir sur les 35 heures pour faire payer plus cher les heures supplémentaires, ça serait bizarre aussi. Donc en fait, vous voyez, quand on regarde le détail, c'est pas si évident d'économiser 20 milliards sur ça. Hein. D'un coup, quand on regarde le concret, ça devient plus dur. Ensuite, on va parler du gros point de la vidéo qui est réduire les dépenses publiques, notamment les dépenses de fonctionnement. Il parle beaucoup, Marc Toiti, en ce moment, des dépenses de fonctionnement. C'est le filon de Marc Toiti. Il adore ça. Les dépenses de fonctionnement, parce que quand on ne sait pas exactement à quoi ça correspond, ça peut paraître assez flou. Et là, justement, vous avez le détail un peu du truc. Je voudrais vous poser la question parce que je m'interroge sincèrement. Quand vous voyez une slide comme ça, dépenses publiques, bientôt 1700 milliards d'euros, dont 537 milliards de dépenses de fonctionnement. À quoi est-ce que vous pensez correspondent ces dépenses de fonctionnement? Qu'est-ce qu'il veut dire par dépenses de fonctionnement? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une vraie question que je pose au chat là. L'ensemble des fonctionnaires, l'école, fonctionnaires de l'État, c'est les salaires des fonctionnaires, les salaires des fonctionnaires à minima. Et on parle de tous les fonctionnaires ou on parle de quoi? Des mecs dans les hôpitaux, des mecs dans les... c'est le régalien et l'administration. Coiffeurs de l'Élysée, des fonctionnaires, services publics, école, hôpital, etc. Puis il y a les sénateurs, dépenses publiques. Alors, bon, vous êtes plutôt renseigné sur ce chat, ce qui ne m'étonne pas puisque effectivement j'ai un chat un peu d'élite. Mais en regardant les commentaires de Marc Toiti, j'ai l'impression que beaucoup de gens confondent dépenses de fonctionnement avec, en fait, dépenses de l'administration publique. Vous voyez, c'est-à-dire que les gens pensent que c'est l'État, vraiment l'État d'un point de vue purement administratif. Donc, l'administration qui coûte 537 milliards d'euros par an. Évidemment, pour les gens qui ont un peu le compas dans l'œil, ça paraît, enfin, qui connaissent un peu les ordres de grandeur, évidemment, c'est beaucoup trop. Mais en fait, ça rend les dépenses beaucoup moins concrètes d'un coup. Mais si on regarde spécifiquement à quoi correspondent ces 537 milliards de dépenses de fonctionnement, on va voir où est-ce qu'on peut faire des économies. Parce que, vous voyez, donc les dépenses de l'État, là, je suis sur un site qui, globalement, détaille ces dépenses de fonctionnement. Et effectivement, vous voyez, il y a 171 milliards de rémunération, des achats pour 60 milliards, des prestations pour 125 milliards, des subventions, des machins, trucs. On se dit, effectivement, est-ce qu'on pourrait pas supprimer tout ça ou supprimer une bonne moitié de ça? Ça paraît cohérent. Marc Toiti, non, mais je suis très attentivement les vidéos de Marc Toiti, t'inquiète pas, je suis un des plus fidèles viewers. Mais en fait, quand on regarde, et c'est plus intéressant, par mission. Parce que c'est là où, en fait, on peut vraiment comprendre et réaliser à quoi sert chaque dépense. Ça, c'est les dépenses de fonctionnement desquelles parle Marc Toiti. Et pour rappel, on doit faire, en théorie, donc si on veut réduire le déficit à 3%, lui dit 50 milliards. En réalité, il faudrait, parce que les chiffres sur la fraude fiscale et sur la fraude sociale sont faux. Enfin, littéralement, c'est factuellement faux. On peut pas économiser 50 milliards. Les deux sont faux. Et les niches, comme on l'a vu précédemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air d'économiser 20 milliards. Donc en réalité, il faudrait économiser, si on veut en plus réduire les impôts, entre 100 et 150 milliards là-dessus. Et la question, du coup, littéralement à 100 milliards, c'est sur quoi est-ce qu'on économise concrètement comme mission? Parce que c'est bien gentil de dire, oui, on va faire 50 milliards d'économies, 100 milliards d'économies sur les dépenses de fonctionnement. Mais sur quoi on fait des économies concrètement? Est-ce qu'on enlève 100 milliards à l'enseignement scolaire? Donc on dit, OK, voilà, tous les profs sont virés, on arrête l'école publique, on privatise toutes les écoles. Et donc maintenant, les gens payent 10 000 € l'année chaque école, parce que c'est après ça le prix que ça coûte 10 000 € une année d'études. Donc tous les gens payent 10 000 € l'année. Ou je sais pas, on supprime de 30% les étudiants, pardon, les enseignants. Déjà qu'on n'arrive pas à en recruter, voilà, on supprime de 30%, allez hop, l'école, ça dégage. Non, évidemment, pas faire ça, ça paraît bizarre. En plus, la formation, c'est un des enjeux très importants. Donc, je pense que d'un accord politique commun, on peut dire que économiser vraiment drastiquement sur l'enseignement supérieur, c'est quand même compliqué actuellement. Alors ensuite, deuxième point, la défense. La défense, bon, encore une fois, c'est très compliqué. On va pas économiser sur la défense actuellement. Ça serait, au contraire, on veut dépenser plus. Donc, ça ne marche pas. Donc ça, il faut même mettre plus. En 55 milliards, on est à plus. Ensuite, il y a intérêt de la dette. Bon, bah ça, on peut pas économiser sur l'intérêt de la dette, c'est pas possible. Factuellement, c'est pas possible. Sinon, on fait défaut, bah à ce moment-là, tout ce concept même de faire des économies n'a pas de sens. Donc, on va pas économiser là-dessus. Alors, l'université n'est pas inclus dedans. Enseignement, c'est uniquement enseignement primaire. Là, c'est dans les dépenses de fonctionnement, c'est enseignement, enfin, jusqu'à l'université. L'université, c'est dans justement les OPAC, là, je sais plus comment ça s'appelle, les agences de l'État. Donc, c'est pas considéré dedans. Ensuite, il y a écologie. On peut économiser dans l'écologie. Je vous inviterai à voir on va regarder si vous voulez, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, l'écologie, il faut économiser. Je vais vous montrer ensuite le détail du budget d'économie pour voir concrètement, encore une fois, toujours dans le concret des vraies mesures.
des vraies économies qu'on doit faire. Ensuite, il y a la recherche. Bon, ça, la recherche, on en a déjà parlé. Il faut qu'on innove. On doit innover pour créer de la croissance économique, donc c'est compliqué. Solidarité, il faudra regarder le détail. Sécurité, bon, personne ne veut économiser sur la sécurité actuellement. Je pense que c'est extrêmement impopulaire. Ensuite, il y a travail, emploi, bon. Ensuite, justice, cohésion des territoires. Et puis, plan de relance, bah, ça, c'est l'investissement, donc c'est plutôt bien. Donc, sur quoi, concrètement, est-ce qu'on fait 100 milliards d'économies là-dessus? 100 milliards, c'est quand même beaucoup, hein. J'attends les propositions du chat. Privatiser les hôpitaux publics. Alors, on peut réfléchir à ça, hein, privatiser les hôpitaux publics, pourquoi pas. Ça, c'est une vraie proposition d'économie. Au moins, c'est une vraie proposition. Tu vois. Ça a le mérite de l'honnêteté. Et justement, ça, c'est en fait le discours que je voulais montrer avec ça, c'est qu'en fait, on est à un niveau de déficit qui est très très important. Il faut absolument qu'on fasse des économies. Personne ne parle concrètement de quelle économie on fait. Après, je pas personne. Tout le monde est dans une espèce de, même les gens qui se veulent honnêtes et transparents et qui disent la vérité aux Français et qui n'ont aucune responsabilité politique, ce qui leur permettrait notamment de dire la vérité aux Français, ne disent pas la vérité. Ils ne disent pas concrètement, oui, si vous voulez faire les économies qu'il faut faire, il faut, par exemple, comme le disait le chat, privatiser les hôpitaux. Voilà, si vous privatisez tous les hôpitaux de France, définitivement, ok, vous aurez fait 100 milliards d'économies. Bon, ça aurait des conséquences de santé publique. Impossible, c'est probablement inapplicable politiquement, probablement pas la mesure que je prendrais si j'étais président de la République. Et donc voilà, donc c'est très hypothétique. Je pense que c'était peut-être une blague de la part du chat d'ailleurs. Mais au moins, ça a le mérite d'être une vraie mesure. Et vous voyez, c'est là où je suis très, très, très inquiet, c'est que l'opinion publique française n'est absolument pas prête à entendre, enfin, à vraiment faire de vraies économies. Parce que tout le monde est ravi de dire, oui, il faut réduire les dépenses, oui, il faut réduire les dépenses, mais les dépenses de fonctionnement, les dépenses, il faut réduire les niches fiscales. Mais quand on parle du concret, tout le monde disparaît. Là, d'un coup, il n'y a plus personne parce que c'est extrêmement impopulaire de dire, oui, il faut réduire le budget de l'enseignement de 20%. Oui, il faut réduire le budget de la défense de 20%. Personne ne va supporter ça, en fait. Les retraites. Là, on parle d'un sujet qui, pour le coup, les retraites, donc, à titre informatif, les retraites, c'est autant d'argent que tout le budget de l'État. C'est-à-dire, la France dépense autant dans les retraites que dans tout le budget de l'État. À peu de choses près, c'est du même ordre de grandeur. Et, par exemple, alors, ça c'est, pour moi, une des propositions, alors je sais que je vais me faire beaucoup d'ennemis, mais pour parler dans le concret des retraites, réduire de 20% les retraites, ça réduit vous pouvez réduire de 100 milliards le budget, le déficit de l'État. Peut-être pas. Alors, le détail de l'écologie. On va regarder le détail de l'écologie parce que un mec un peu libéral, enfin un peu de droite, pourrait avoir envie de dire, écoutez, 40 milliards pour l'écologie, c'est une honte. Je refuse catégoriquement ce budget de l'écologie. Sauf qu'en fait, le budget de l'écologie est une escroquerie. Pourquoi? Parce que, en fait, l'État a intérêt à mettre tout ce qu'il peut dans le budget de l'économie pour faire genre, oui, on fait de grands efforts environnementaux. En fait, quand on regarde le détail du budget de l'économie, ce que j'avais fait préalablement, on se rend compte que le budget de l'écologie n'est pas du tout que du budget de l'écologie. En fait, le budget de l'écologie inclut toutes les dépenses qui sont favorables à l'environnement. En fait, ça veut tout dire et rien dire. En fait, quand on regarde le détail du truc, on voit qu'en fait, le budget, donc ça, c'est le par catégorie. Donc c'est pour le 2025, on est à 13 milliards de mobilité. Alors, ce que ça veut dire que mobilité, et quand on pense écologie, enfin, moi, je pense, panneaux solaires, éoliennes, je me dis, voilà, enfin, en tout cas, au premier plan, on peut se dire, il y a 40 milliards qui sont faits pour sauver des oiseaux et pour planter des éoliennes. Non, 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 non. Vous allez voir, le détail est très différent de ce qu'on pourrait croire a priori quand on écoute le mot écologie. Il y a le plus gros budget, c'est la mobilité. Et de quelle mobilité on parle spécifiquement? En fait, on parle, donc le premier secteur qu'ils mettent, c'est énergie. Voilà. Et donc, il y a 4 milliards de financement pour l'énergie verte. Voilà. 4 milliards. De toute façon, l'État doit financer un peu l'énergie publique. Hein. C'est normal qu'il y ait de l'argent investi là-dessus. Et ça rapporte aussi de l'argent quand ils le vendent. Donc, c'est un budget qui est à prendre avec le budget de l'énergie, c'est un peu spécifique. Ensuite, donc toujours dans ce budget de l'écologie, on a soutien à l'énergie nucléaire pour 2 milliards. On peut pas couper ça. On peut encore les éoliennes. Bon, a priori, enfin moi je vous dis il faut pas couper. C'est assez intéressant d'avoir un peu d'éoliennes et un peu de panneaux solaires pour créer de l'énergie en France. C'est assez rentable. Mais admettons qu'on veuille couper ça. Ça fait que 4 milliards hein, sur le budget des trucs. Ensuite, le nucléaire, c'est impossible à couper. Littéralement, personne en France ne va dire, donc le nucléaire, c'est la dernière chose à couper. Ensuite, mobilité. On voit qu'en fait, dans le budget de l'écologie, il y a soutien au monde de transport ferroviaire pour 4,6 milliards d'euros. Et donc, ça, on peut couper ça, mais ça veut dire plus de trains ou des trains très difficilement abordables ou des trains en province qui sont beaucoup moins nombreux ou beaucoup moins de lignes de train, etc. Et ça, on met ça dans l'écologie. Alors, on peut mettre ça, en fait, dans le budget de transport. Mais en fait, pour des raisons politiques, ils mettent tout dans le budget écologie. Vous allez voir, il y a tout n'importe quoi dans le budget écologie. Et donc, voilà, on voit ferroviaire pour 4 milliards, donc autant plus que les panneaux solaires et que les éoliennes et tout ça. Et ça, c'est mis dans l'écologie parce que, voilà, ils disent, le ferroviaire, c'est plus favorable à l'environnement que la voiture. Ok, mais on pourrait mettre ça aussi dans le ministère du Transport, vous voyez. C'est un peu bullshit. Ensuite, soutien au transport fluvial.
Et ça non plus on pourrait très bien mettre ça dans autre chose que l'écologie. Donc ça, c'est prime écologique, ouais, ça a été largement réduit, c'est plus qu'1 milliard pour les véhicules, verts. Transport en commun, encore une fois, c'est plutôt transport qu'écologie, mais ils mettent ça maintenant dans le budget écologie. Autres dépenses favorables à l'environnement, vous voyez là, ils mettent carrément sécurité routière. Vous dire sécurité routière, ils considèrent que c'est de l'écologie maintenant. Parce que ça permet d'aller moins vite, soi-disant, blablabla. Bâtiment, pareil, bâtiment, je veux dire, soutien à la rénovation énergétique, oui, c'est un peu écologique, mais d'un autre côté, c'est aussi utile d'avoir des bâtiments qui émettent moins d'énergie parce que d'un point de vue économique, c'est très rentable. Enfin, c'est assez rentable. Je veux dire, vous voyez? Donc en fait, toutes ces dépenses-là écologiques, on se dit: «Ah bah, c'est super, il faut» vous voyez, agriculture, pareil, agriculture, forêt et vous voyez, il y a que zé 600 000 000 pour la forêt et 700 millions pour la biodiversité, donc c'est pas tant que ça, hein. L'agriculture, 1,4 milliard pour l'agriculture, on va pas réduire les allocations aux agriculteurs actuellement. Eau, pareil, eau, 2,3 milliards pour l'eau, on va pas arrêter de boire de l'eau, hein. C'est typiquement, c'est le genre de budget qui est très dur à réduire. On va pas réduire ça de 50%, hein, le budget eau. Soutien à la sécurité civile, c'est-à-dire c'est la police. Je sais même pas ce que c'est. Bref. Où tu veux en venir, Crédus? Bah, en fait, c'est très, très dur de faire des économies, quoi, en gros. Et pointer du doigt magiquement les trucs de fonctionnement en disant, bah, c'est super. Il suffit de réduire les dépenses de fonctionnement. En fait, c'est une illusion totale. Et ça montre que les Français ne sont pas prêts à accepter la réalité budgétaire de la France, qui est qu'il va falloir faire de vraies économies. Pas des fausses économies, des économies inventées, qui ne concernent personne, qui restent très floues, très machin. Non, des vraies économies concrètes qui vont affecter dans le réel la vie des gens. Alors, si on veut faire 100 milliards d'économies sur le budget de l'État, bah, ça va réduire drastiquement certains services publics, alors lesquels l'enseignement, bah, probablement, parce que c'est tellement gros l'enseignement qu'il va falloir le réduire si on veut faire des économies là-dessus, encore une fois. La défense, bah, je sais pas, ça va être très compliqué, en fait, hein. Ça va être très compliqué. Et si on veut faire des économies, il va falloir faire, voilà, de vraies économies. Même le mec qui est censé être, voilà, le mec de la vérité, en fait, on voit que quand on regarde le détail du truc, genre, il ne dira jamais ça, il ne dira jamais ça en vidéo, il ne dira jamais, oui, dans quoi précisément il va faire les économies de dépenses de fonctionnement. Non, il ne dira jamais ça. Ou alors il va dire un truc très bullshit. Enfin, je regarde très souvent ces vidéos, donc il dit, oui, il faut supprimer certaines agences, et donc il cite une ou deux agences bullshit qui coûtent littéralement 2 ou 3 millions d'euros de budget par an, et il dit voilà, faut supprimer ça, comme si ça allait faire 100 milliards d'économies. Non, lui aussi fait comme tous les politiques et cache la vérité, en fait. La vérité, c'est que typiquement, sur le sujet par exemple des retraites, c'est virtuellement impossible d'arriver à 3% de déficit si on stabilise pas un peu les dépenses en retraite et si on revient pas un peu plus sur les niveaux européens de dépenses en retraite. Là, on est à 14% du PIB alloué aux retraites en France. Bah voilà, si on pouvait passer à 13% ou à 12% du PIB, bah ça ferait 60 milliards d'économies. Donc ça serait des économies énormes. Et la moyenne européenne est à 11%. On l'avait vu dans une ancienne vidéo de comparatif sur les pays européens. Bon bah voilà, rapprocher un peu le niveau des retraites en France du niveau des retraites en Europe, c'est extrêmement populaire et c'est politiquement quasiment impossible. Donc c'est là où je suis assez inquiet pour l'avenir fiscal de la France, parce que je ne vois pas concrètement quel parti politique va pouvoir mettre d'accord l'Assemblée actuelle sur un budget qui fait vraiment de vraies économies sur des vraies choses du réel. Je n'y crois pas une seconde. Ça me paraît impossible. Psychologiquement, les Français sont absolument pas prêts à ça. Il faudrait caper les retraites à 2 SMIC. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que ça serait prioritaire à prendre. Mais les députés qui votent les lois ne vont pas voter ça, hein. T'inquiète pas qu'ils vont pas voter ça. Moi, j'y crois pas une seconde. À 12% en retraite, c'est quoi les conséquences? Bah, les retraites diminuent, quoi. C'est-à-dire si tu passes de 14% du PIB à 12% du PIB, tu diminues les retraites. Alors, quelle retraite tu diminues? C'est un débat. Tu peux diminuer les hautes retraites, par exemple. Tu peux réduire, comme on l'a vu, la niche fiscale. Tu peux faire, il y a plein de fonctionnements différents. Mais je veux dire, voilà, si tu réduis les dépenses que l'État loue aux retraites. Alors, probablement baisser la retraite, même augmenter l'âge de la retraite, en fait. Les Français sont encore extrêmement favorables à revenir à 62 ans. Là, le budget dont on parle actuellement, les 100 milliards qu'il faudrait économiser, c'est en prenant en compte qu'on reste à 64 ans. Imaginez, on revient à 62. Enfin, je veux dire, je suis très inquiet pour le budget 2026 et pour les futurs budgets de la France, parce que je pense qu'on est absolument incapable en l'état de faire des économies. J'y crois pas une seconde. Et c'est pas parce qu'on fait pas d'économies qu'on va pas les payer, parce que, comme on l'a vu dans le budget, en fait, c'est un poison insidieux, et la charge de la dette, qui est aujourd'hui la troisième dépense de l'État, qui va devenir la deuxième assez vite, bah, va nous faire payer notre inconséquence budgétaire. Donc en fait, là, ça va être un poison lent, et on va passer de peut-être 50 milliards même à 60, 70, toujours en faisant des petites économies de bout de chandelle, jamais en allant vraiment chercher les vrais déficits. Et alors évidemment, la solution de cette facilité, ça va être d'aller taper les entreprises et les riches, sachant que les riches n'ont évidemment absolument pas les moyens de faire, de donner 100 milliards par an à la France. C'est-à-dire, les gens n'ont pas les ordres de grandeur, mais l'ISF, ça a rapporté 4.
À l'époque, l'ISF de François Hollande, hein, le gros ISF à fond, ça rapportait 4. Et en fait, ça rapportait même pas d'argent parce que quand Macron l'a supprimé, les surgains qu'il a fait grâce à la flat tax ont augmenté les recettes fiscales de l'État. En plus, on est toujours dans l'Europe. L'Europe, enfin, les gens ne se rendent pas compte, mais la liberté des capitaux est totale en Europe. Donc, en fait, si tu veux taxer les riches plus, si tu reviens pas sur les règles européennes de liberté des capitaux, ça ne sert à rien. C'est juste se tirer une balle dans le pied, ça ne rapportera aucun argent. Alors, je dis pas que c'est bien moralement. Je pense que moralement, moi, je suis des gens qui pensent qu'il faudrait taxer plus les riches d'un point de vue moral. Et d'un point de vue pragmatique, là, si on regarde le concret de ce qu'on peut faire, ça va pas nous aider dans l'immédiat, là. Selon LFI, il pourrait donner 100 milliards. Non, mais LFI raconte n'importe quoi. Le programme d'LFI était une insulte à l'économie. Je suis pas très optimiste. C'est une des raisons pour lesquelles j'investirai pas en France, parmi beaucoup d'autres raisons. Je pense qu'on va pas du tout réussir à résoudre ce problème. Et même les gens qui sont théoriquement les plus à droite en France ne veulent pas vraiment réduire les dépenses. En fait, personne ne veut réduire les vraies dépenses parce que les retraités votent trop et parce que réduire les dépenses de l'État, c'est très impopulaire et c'est très compliqué. Voilà, si l'économie se redynamise un peu sur France Travail, enfin sur Travail Emploi, sur les formations évidemment. Non, mais sur les formations, il y a une honte terrible. Sur peut-être un peu de solidarité, mais encore, enfin c'est débattable. Sur peut-être l'enseignement supérieur aussi un peu. Mais je veux dire, c'est pas 100 milliards. C'est loin d'être 100 milliards. C'est le social qu'il faut diminuer. Ouais, mais le social, je veux dire, l'Assemblée est dominée par le RN et par. Je veux dire, j'y crois pas une seconde. Vous voyez, même Marc Totti n'ose pas dire oui, il faut réduire les allocations familiales, oui, il faut réduire ça, oui, il faut réduire ci. Et on a une natalité qui est pas non plus hyper haute. Est-ce qu'on a vraiment envie de réduire les allocations familiales, les trucs, les machins? Bon, je sais pas, hein, tout est compliqué et on doit faire des économies énormes. Moi, je rêve du jour dans lequel Marc Toiti dit, noir sur blanc, toutes les retraites au-dessus de 2 000 €, on arrête de les indexer sur l'inflation. Hop, voilà. On les stagne, on les bloque jusqu'à ce que le déficit passe en dessous de 3%. Bah, vous faites ça, c'est formidable. Il ne dira jamais ça. Il cracherait dans la main qu'il nourrit. Et bah, vous inquiétez pas que pour les politiques, c'est encore pire. Et pourquoi il faudrait réduire la dette? Parce que, on a beaucoup de déficits, que la charge de la dette augmente, heu, fortement et que donc, en fait, soit on réduit la dette, soit, on va juste payer plus chaque année et on aura toujours autant de dettes. Enfin, c'est vrai, enfin, c'est le concept d'un crédit, quoi, en fait. C'est-à-dire que plus tu empruntes, plus tu dois rembourser et si tes revenus n'augmentent pas, bah, je veux dire, tu vas vite être, dans une situation difficile avec de plus en plus d'emprunts, ça va devenir dur, hein. Mise en concurrence des URSSAF. Non, mais je sais qu'on peut rouler la dette, mais on peut pas rouler avec 6 de déficit. Il a dit que les Français possèdent la dette. Alors OK, admettons, on rembourse pas la dette. Qu'est-ce qui se passe? En fait, tous les gens qui ont des assurances vie en fonds euros là, vous récupérez pas votre argent. Votre argent, il est investi là-dedans. Il est investi dans des dettes de pays européens. Alors oui, peut-être, vous avez pas que la dette française, mais les Allemands et les machins qui seront pas fait rembourser leurs dettes, ils diront: «Bah écoutez, les Français, vous aurez pas». Donc en fait, oui, alors à ce moment-là, on prend l'épargne des Français et on rembourse la dette, hein, mais ça revient au même, hein. Tu prends le patrimoine des Français, hop, tu le chopes, tac. On a quoi? On a 6 000 milliards d'épargne, on prend 50% de l'épargne des Français, tac, au hasard les plus pauvres et hop, on fout tout dans la dette. Très bien. Bon, bah, écoutez, tu roules la dette à l'infini. Non, mais tu peux pas rouler la dette, tu peux oui mais l'idée, c'est pas de rembourser les 3 300 milliards de dettes, évidemment, hein. Je ne parle évidemment pas de ça. Évidemment que c'est pas rembourser 3 300 milliards parce que là, oui, effectivement, même avec toutes les économies qu'on veut, ça se fera pas, cette année. Mais c'est de arriver à un niveau de déficit qui est soutenable et qui n'augmente pas de manière drastique chaque année la charge de la dette.